Alors, bonjour à tous. Bonjour Albert Dichy. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette conférence portant le titre L'amitié de Giacometti-Genet, l'ascète et le voyou, qui nous permet de revenir sur un sujet qui nous est cher, qui nous tient à cœur, qui a déjà été traité lors de l'exposition d'ouverture de l'Institut Giacometti, c'est-à-dire la relation d'amitié, mais aussi la relation intellectuelle entre Alberto Giacometti et Jean Genet, qui a été source d'inspiration pour l'artiste et pour l'écrivain. Alors, je le rappelle pour tout le monde, Albert Dichy, vous êtes directeur littéraire à l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, dont vous avez accompagné la création et le développement. Vous êtes spécialiste de l'œuvre de Jean Genet, vous avez fait publier ses écrits posthumes, vous avez été co-commissaire de l'exposition Jean Genet, l'échappée belle au MUSEM en 2016, et nous avons eu le plaisir de vous avoir parmi les auteurs du catalogue L'atelier d'Alberto Giacometti, vu par Jean Genet en 2018, avec un essai très touchant au titre Giacometti, poussière, couleur grise. Alors, je vous laisse la parole et je laisserai les auditeurs poser leurs questions sur le chat tout au long de la conférence et on le reportera à Albert Dichy après sa présentation. À vous, Albert. Oui, bonjour à tous d'abord. Merci à l'Institut Giacometti de m'accueillir. Merci à Serena de me présenter. Et voilà, je me trouve actuellement dans la bibliothèque de l'IMEC, donc de l'abbaye d'Ardenne aux portes de Caen, qui accueille les archives de Jean Genet. Sachant que l'archive du livre que Genet a consacré à Giacometti se trouve à l'Institut Giacometti. Voilà, donc j'ai intitulé cette conversation, ce dialogue que nous allons avoir, qui peut-être se terminera par un dialogue, d'abord moi qui parlerai. Je l'ai intitulé L'ascète et le voyou, tout en sachant que ce sont des termes ambigus parce que l'ascète et le voyou sont des termes parfois réversibles, que Genet était sûrement un voyou, mais aussi un ascète, et que Giacometti, qui était un ascète assurément, nous savons aussi que son rapport à la loi, que son rapport à la société était aussi un rapport complexe d'écart, de distance, sur un tout autre registre que Genet, bien entendu, mais peut-être d'une certaine façon aussi radical. Mais nous en parlerons. Je suis parti d'un mystère, c'est la rencontre entre Genet et Giacometti, qui est une chose très étonnante parce que rien a priori ne laissait penser qu'une relation aussi forte pouvait naître entre eux. Je pense à ce terme de rencontre d'ailleurs parce que c'est un terme étrange, c'est un terme qui comprend à la fois l'idée de convergence, de complicité, de dialogue, mais en même temps qui comprend, il y a le mot contre dans rencontre. Et étymologiquement, c'est quelque chose qui joue dans ce terme. Et on peut parler parfois de rencontre sous la forme de l'accident, du heurt, de la collusion. Donc une rencontre n'est pas une chose tranquille, c'est aussi une chose qui peut être d'une certaine façon forte, peut-être violente parfois. Elle ne l'a pas été dans le cas de Genet et Giacometti, mais en tout cas, elle a été forte. Donc, l'idée, mon
mon a priori lorsque j'ai envisagé donc cette relation, de faire une conférence dessus, c'était que c'était quelque chose qui restait mystérieux et que derrière une rencontre, il y a toujours autre chose, qu'on n'est pas avec Genet et Giacometti dans la rencontre ordinaire, habituelle entre un artiste et un écrivain. Il y en a 1000 exemples dans la littérature et dans la peinture. Il y a des rencontres qui ont été importantes. Je lisais tout récemment encore un petit livre qui s'appelle voilà, L'amitié Léris-Bacon, une étrange fascination. Je l'ai lu en me demandant est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait semblable à ce qui s'est passé entre Genet et Giacometti. Et non, d'une certaine façon, c'est une rencontre, une grande rencontre intellectuelle, artistique, basée sur une très grande estime. Mais d'une certaine façon, pour qu'il y ait rencontre, il faut que quelque chose se passe, que quelque chose arrive entre deux êtres. Et donc, on est, avec Genet et Giacometti, dans quelque chose qui excède la notion habituelle, ordinaire, je dirais même de l'amitié. Lorsque Giacometti parle de Genet, on en a des divers exemples dans des livres qui ont été faits autour de Giacometti. Il y en a un dont je parlerai souvent parce qu'il est admirable, qui est le livre que Anaïra Isaku, donc celui qu'on connaît, qui est devenu célèbre comme modèle de Giacometti, peut-être son modèle principal, bien sûr avec Annette, Diego et la famille de Giacometti, mais Anaïra a été un modèle, on peut dire, exemplaire. Il a écrit plusieurs livres, un journal, et dans ce journal, il est à peu près à la même époque que où la relation entre Genet et Giacometti se fait. Il évoque la rencontre entre Genet et Giacometti et il note tout de suite un terme qui distingue cette rencontre pour Giacometti. Il dit c'est l'exception. Genet était le seul qui avait le droit d'arriver dans l'atelier d'Alberto Giacometti à n'importe quelle heure. Genet n'avait aucune notion de ce que pouvait être un rendez-vous de toute façon, donc il venait quand il voulait chez Giacometti et Giacometti qui, lorsqu'il prenait une personne comme modèle, détestait qu'on lui pose des lapins, qu'on ne vienne pas à une séance de pause. Genet est le seul dont il l'acceptait. Donc, du côté de Giacometti, on a ce terme d'exception. Du côté de Genet, on a une chose encore plus forte. Genet est interrogé dans un entretien qu'il donne à la fin de sa vie. On est en 1981. Giacometti est mort 15-16 ans plus tôt. Et Genet parle de Giacometti. On l'interroge sur le pays qu'il a le plus aimé. Il dit que c'est la Grèce. On l'interroge sur les personnes qu'il a préférées. Il donne les 2 amants qu'il a eus qui ont joué pour lui le rôle le plus important. Christian de Carnin et Abdallah, le funambule. Et puis, on l'interroge aussi sur... et on lui pose la question de savoir quelle est la personne qui l'a admiré le plus. Et Genet répond, Genet qui a connu tout le monde, Sartre, Cocteau, Picasso. Genet répond, c'est Giacometti. Et il ajoute cela qui est encore plus fort. Il dit, c'est le seul. Voilà, le seul. Donc, on pourrait partir de ça, cette notion d'exception chez Giacometti,
et cette locution de Genet, le seul. Donc on a quelque chose qui tout de suite nous met au cœur de cette relation, et ce cœur reste, comment dire, secret. Donc je commence par la rencontre pour vous dire un petit peu comment je vais naviguer tout au long de cette petite conférence qui a plus un aspect de causerie. Je vais naviguer autour de 10 termes, de 10 mots de Genet. Voilà, de 10 mots qui vont me permettre d'évoquer cette relation. Donc, je les donne, et vous les voyez peut-être sur votre écran si tout va bien. Donc, la rencontre, c'est ce dont je suis en train de parler, c'est une chose qui va être une chose importante. Poser. Poser pour Genet, qu'est-ce que c'était? Portrait. Alors, j'aurais dû mettre un S à portrait parce que nous avons les portraits de Genet par Giacometti, mais nous avons aussi le portrait, les différents portraits que Giacometti a fait de Genet, le livre qu'il lui a consacré. Voilà, je vais en parler. Je vais évoquer la figure de Sartre parce que c'est lui qui les réunit et quand même, il joue un rôle à l'intérieur de cette relation. Je vais évoquer, je le mets entre guillemets parce que c'est un terme évidemment, vous vous en doutez bien, qui est très, comment dire, tellement simple qu'il est forcément beaucoup plus complexe, la réalité. Ce que Giacometti appelait la réalité, ce qu'il a été pour Genet. Je vais traiter aussi la question de la mémoire. Je vais évoquer la figure de la mère, parce qu'elle joue de façon presque opposée, mais convergente pour les deux. Je vais évidemment parler de la mort, puisque c'est peut-être un des thèmes qui tout de suite apparaît le plus fort dans la relation entre les deux œuvres. Je vais évoquer la couleur grise. Et puis, je vais terminer sur la canne de Giacometti. Et voilà. Sur lequel je terminerai, qui peut-être à mes yeux aujourd'hui me paraît être le point peut-être qui unit le plus profondément ces deux figures. Alors, la rencontre, si on pense aux écrivains à Giacometti, qui a rencontré pratiquement tous les écrivains les plus importants de son temps, il y a un nombre d'écrivains qui ont écrit sur Giacometti. Il me semble, plus que sur n'importe quel autre écrivain, mais même sur quel autre peintre, mais je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, c'est très apparent. Et je me dis qu'au fond, si on pense à Giacometti, il me semble que l'écrivain qui, au fond, était le plus proche de lui, lui ressemblait le plus, qui on pense tout de suite quand on évoque Giacometti, il me semble que c'est Beckett. Non seulement parce qu'ils sont tous les deux des hommes en gris, des hommes pour qui la couleur grise, justement, est, comment dire, fondamentale. On se souvient que Beckett avait refusé une mise en scène qui devait avoir lieu d'En attendant Godot à la Comédie Française parce que le metteur en scène avait choisi de le faire sur un fond gris, sur un fond rose, alors que c'est un fond gris qu'il demande. Et Beckett, je les confonds, avait refusé. Et Giacometti, c'est évidemment tellement évident que la couleur grise joue un rôle. Il y a leur maigreur, il y a leur minimalisme. Genet est un écrivain beaucoup plus baroque, flamboyant. Et donc Beckett, beaucoup plus que Genet. Beckett
et Giacometti se rencontrent, ils se lient, ils sont très amis, mais en même temps, à part peut-être un arbre que Giacometti dessine pour, pour une reprise d'En attendant Godot, il n'y a rien ne se passe entre eux. Voilà. Il n'y a rien qui se crée, ils ne font rien ensemble, malgré leur très haute estime. Quant à Genet, s'il fallait trouver un peintre qui paraît proche de lui, c'est évidemment beaucoup plus facilement, en tout cas, Bacon, Francis Bacon. Et Genet, effectivement, je sais qu'il visite à un moment donné une exposition à Londres de Francis Bacon, mais il n'y a pas un mot de Genet sur Bacon. Et pourtant, Bacon-Genet, voilà, avec un peu de facilité, bien sûr, on dirait, voilà, Bacon, peintre de la couleur, peintre du mouvement, de la violence, de la sexualité, et on se dit que la connivence, au fond, elle aurait pu être là. Or, non, elle ne se fait pas. Et peut-être que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, au fond, peut-être qu'il ne suffit pas de l'estime ou de la ressemblance pour qu'il y ait rencontre. Peut-être qu'il faut aussi de la collusion, c'est-à-dire un heurt. Peut-être qu'il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la surprise, peut-être de l'opposition. Et Genet, Giacometti, quelque chose se fait puisque on a quand même une étonnante connexion. On a plus de 9 portraits de Giacometti réalisés, plus 9 portraits de Genet, 3 toiles, mais beaucoup de dessins. Il y en a plus encore si on regarde les carnets de Giacometti, parce que dans les carnets de Giacometti, il y a plein de petits dessins qui représentent Genet qu'il prend peut-être devant lui ou à d'autres moments. Donc, il y a eu une œuvre de Giacometti autour de Genet, et en retour, il y a un livre. Voilà. Voilà. Là, ce que vous voyez, ce sont des têtes de Genet sur les petits carnets tenus par Giacometti. Là, nous avons le livre que Genet a consacré à Giacometti, l'atelier d'Alberto Giacometti, qui est devenu un livre presque célèbre. Picasso pensait que c'était le plus beau livre qu'un écrivain ait consacré à un artiste. Il fait 40 pages, donc il y a eu des livres tellement plus importants, du Bonnefoy, de Dupin, de Léris, consacrés à Giacometti, mais Giacometti a souvent dit devant témoins que c'était ces 40 pages qui comptaient le plus pour lui. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque ils se rendent compte? D'abord, une chose, la rencontre qui se réalise, elle est d'abord une demande de Giacometti. Giacometti rencontre en 1954, il voit Genet dans un café et il harcèle Sartre pour obtenir un rendez-vous et obtenir que Genet vienne chez lui. On est donc dans l'été de 1954. Giacometti a lu quelques textes de Genet, on en trouve des traces dans sa bibliothèque, par exemple. On sait que c'est en même temps que Giacometti lit un texte qui vient de paraître dans Les Temps modernes, donc là encore, la Sartre qui est derrière, un texte qui s'appelle Fragments. Qu'est-ce qui attire Genet, et qu'est-ce qui attire Giacometti dans la rencontre avec Genet? On ne sait pas très bien. Est-ce que c'est l'écrivain? Est-ce que c'est
le délinquant dont Sartre lui a conté la légende. Est-ce que c'est le visage particulier de Genet? Mais qu'est-ce que c'est un visage particulier pour Giacometti qui, justement, n'est pas sûr que... Bon. Qu'est-ce qui a pu l'accrocher? On ne sait pas très bien. Mais en tout cas, on sait que c'était une demande très vive. Genet arrive tout de suite. Genet, qui a déjà une petite expérience de modèle, Genet a posé pour Léonore Fini, pour Fenosa, qui a fait une tête de Genet, un petit buste. Mais au fond, il a assez peu de rapport avec la peinture jusque-là, même si Genet se targue de connaître très bien la peinture. Il connaît plus qu'on ne pense, mais Giacometti a probablement été un moment clé. Il y a aussi une chose importante chez Genet, c'est qu'il a déjà depuis peu de temps une passion, qu'il a développé une passion pour Rembrandt, sur qui il voudrait écrire un livre. Mais ce livre, il ne l'écrira pas. Il n'y a que quelques fragments de ce livre, 2 fragments qui existent. Le livre, c'est sur Giacometti qu'il l'écrit. Donc voilà, on a cette relation qui se fait. Genet débarque dans l'atelier de Giacometti le 1er septembre 1954. Giacometti lui demande de poser et cela va durer 3 ans, jusqu'en septembre 1957, où Genet va disparaître. Mais pendant 3 ans, Genet, que rien ne peut jamais immobiliser, qui bouge tout le temps, Genet vient de façon régulière, aussi régulièrement qu'il pouvait, dans l'atelier de la rue Hippolyte-Lindron et pose pour Giacometti. Alors, il y a cette chose qui est aussi étonnante, c'est qu'est-ce que c'est poser pour Genet? Alors, poser pour Genet, c'était la pire chose du monde. Genet ne supportait pas d'abord de rester immobile. Genet était un homme qui bougeait tout le temps, qui, de plus, poser, c'est accepter de devenir un objet. Genet avait beaucoup posé devant les objectifs de l'administration pénitentiaire. Toutes les photos qu'on connaît de Genet entre l'âge de 20 ans et de 30 ans sont des photos qui proviennent presque uniquement de l'administration pénitentiaire. Donc, pour lui, c'était pas quelque chose d'évident. Et Léonore Fini leur avait donné des photos et on voit très bien que les portraits qui sont réalisés à partir de photos. Évidemment, pour Giacometti, il n'est pas question que Genet de faire des portraits à partir de photos. C'est là qu'on arrive à quelque chose de plus important, c'est qu'il y a cette idée qui est une idée folle, au fond, d'une certaine façon, c'est l'idée que Giacometti voulait toujours réaliser voulait toujours pas simplement faire un portrait, mais saisir la réalité vivante du modèle. Ce qui est quand même une chose qui est à la fois admirable, parce que la réalité vivante, c'est évidemment ce dont rêve peut-être tout peintre, mais en même temps, il y a quelque chose qui excède l'acte même du portrait, c'est-à-dire que lorsqu'on fixe cela, la réalité vivante du portrait, on fixe quelque chose qui est inatteignable. Et c'est la raison pour laquelle Giacometti souffre tellement lorsqu'il
réalise le portrait de Jean, c'est qu'il n'arrive jamais à mettre autant de vie qu'il y a dans, dans un portrait euh, euh, sur sa toile. Et au fond, qu'il y ait de l'inatteignable, qu'il y ait cette souffrance de ne jamais, voilà, il y a une phrase que je cite de Giacometti où il dit jamais je n'arriverai à mettre dans un portrait toute la force qu'il y a dans une tête. Et cela, cela était une chose très importante, mais je dirais d'une part, c'est que peut-être au fond que ce qui distingue un grand peintre ou plutôt ce qui distingue un très bon peintre d'un grand peintre, c'est que il y a une folie qui traverse son œuvre. C'est qu'il y a une tentative peut-être irréalisable qu'on voit à l'œuvre dans certaines œuvres de peintres, mais qu'on voit aussi chez Giacometti. Ce qu'il cherche et il y a un ratage, puisque c'est un mot qu'il emploie souvent, mais qui fait partie de l'essence même de son projet. Et ce ratage est peut-être infiniment plus estimable que beaucoup d'autres réussites. Or, il se trouve, là, je vais, que dans cette façon, voilà, nous avons un des grands tableaux que Giacometti réalise, celui qui se trouve aujourd'hui au Centre Pompidou. Et puis, il y a aussi il y a toute la série des dessins qu'il fait, qui sont des dessins mouvants où on reconnaît à peine le visage Genet, c'est-à-dire qu'on a cette chose très étonnante dans les portraits que fait Giacometti, c'est qu'à la fois l'idée de la ressemblance est parfois noyée sous la multiplicité des traits, et en même temps, il y a quelque chose qui émerge avec une très grande force. Voilà, là c'est très visible dans cette petite tête de Genet, et Genet avait le sentiment qu'il y avait presque autant de force dans ce dessin que dans sa propre tête. Donc là, il saluait ce que comment dire, il saluait la réussite d'un projet insensé de capture d'être de Giacometti. Et alors, c'est là où il faut se dire, en regardant ces portraits, qu'on peut penser à une chose, c'est que Genet, nous sommes en 1954, 55, 56, Genet vient de sortir d'une expérience traumatisante parce qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui a fait un portrait de Genet juste avant, qui est apparu en 1952. C'est le grand livre que Sartre a consacré à Genet, Saint-Genet, comédien et martyr. Je vous rappelle que c'est un livre Genet a écrit depuis à peu près 8 ans, et lorsque Sartre publie le livre de Sartre est beaucoup plus, qui devait être une préface au début, finit par occuper la totalité du volume des œuvres complètes de Genet. Donc la préface devient premier volume. Il fait plus de 500 pages et on a une sorte de tentative de description et de compréhension totalisante de Genet, puisque Sartre dit lui-même qu'il veut arriver non seulement à comprendre l'histoire, la trajectoire, l'art de Genet, mais aussi toutes ses particularités d'homme, son homosexualité, son goût pour le vol. Voilà, il y a ce qui fait d'ailleurs l'intérêt presque du Saint-Genet de Sartre, c'est totalisant, voilà, qui est en même temps extrêmement dévorant.
puisqu'il finit même par décrire dans le livre l'œuvre sur laquelle Genet est en train d'écrire et qu'il n'arrivera pas évidemment à écrire, mais aussi l'œuvre qu'il fera dans l'avenir. Donc, Sartre écrit un livre dans lequel le modèle est pris pas simplement dans son passé, qui est souvent le cas, ou dans son présent, mais aussi dans son avenir. Donc, tout contenir dans un livre qui dit Genet dans sa totalité. On peut se dire que c'est assez effrayant pour celui qui subit un tel portrait. Même si ce livre, évidemment, a porté Genet au nu, l'a fait connaître du monde entier. Sartre était le philosophe le plus connu de son temps. Et ce livre-là, pour quelqu'un qui sortait de prison quelques années plus tôt, l'a fait connaître du monde entier. Mais Genet a mis plusieurs années à se remettre de ce livre et il n'écrivait plus. Donc, il y a mille raisons pour lesquelles Genet, après un début fulgurant, ses premiers livres écrits en prison, Notre-Dame des Fleurs, Miracle de la Rose, et ses premières pièces, les bonnes, il y a 5 romans, 3 pièces, écrites, tout ça est écrit en 5 ans. Genet arrête d'écrire ensuite, lorsque, un peu plus tôt que le livre, et parmi les raisons qui font que Genet s'est tu pendant 6 ans, il y a le Saint Genet, comédien et martyr. Je dis cela parce que, curieusement, c'est à partir de la rencontre avec Giacometti que Genet va se remettre à écrire. Donc, entre les deux portraits, il y en a un, en tout cas, qui bloque l'auteur, et l'autre, les autres, qui d'une certaine façon le délivrent. Et en regardant ces dessins de portraits de Genet, on se dit aussi une chose, on se dit que cette infinité de petits traits que Giacometti efface tous les jours en reprenant, se plaignant, en disant qu'il n'y arrivera jamais, que jamais il n'arrivera à saisir la beauté d'un visage, que jamais il n'arrivera, même le pied d'une chaise, dit-il, le dépasse. Il y a chez Giacometti cette idée que le monde est tellement plus merveilleux que ce qu'il peut lui-même en rendre compte, et toute personne aussi. Il y a cette idée qu'au fond, le modèle est toujours supérieur à ce que le peintre tente de saisir de lui. Donc, on est dans un rapport qui est totalement le contraire de celui de Sartre, qui, justement, rêvait de comprendre quelqu'un dans sa totalité. Donc voilà, on a dans ces deux portraits, il y en a un qui délivre, qui permet à Genet de dénouer quelque chose, qui n'est pas un portrait qui tente de le saisir, mais sachant que le modèle reste au-delà de l'image qu'on en donne. Et peut-être que c'est ça, cette idée que la réalité, c'est l'un des termes dont je parlais, la réalité chez Giacometti, je le rappelle quand même, Giacometti est un peintre qui, à l'époque où la peinture est, où la non-figuration est centrale, royale, où personne ne peint plus d'après nature, Giacometti revient à la peinture d'après modèle. Il est un des rares à le faire. Picasso l'avait fait au début, puis il arrête. Mais aller poser chez un peintre, ça paraissait à l'époque totalement daté, ça paraissait vraiment hors de tout ce qui se faisait à cette époque. Et Giacometti, en le faisant, rompt d'une certaine façon avec
quelque chose dans son œuvre précédente. Parce que quand il est en face de la réalité d'un modèle, il y a quelque chose qui arrive et Giacometti dit qu'il progresse grâce à la présence du modèle. Donc, il y a dans la présence du modèle quelque chose qui fait que l'œuvre n'est pas une chose préconçue. Dans sa biographie de Giacometti, Catherine Grenier l'explique très bien, c'est-à-dire qu'il y a toute une première partie de l'œuvre de Giacometti où au fond Giacometti conçoit l'œuvre avant de la faire et ensuite, quand il l'a fait, il l'exécute. Et puis à partir d'un certain moment, il rompt avec cette idée qu'une œuvre doit être conçue préalablement et l'œuvre se fait pendant la réalisation. Donc elle devient non plus une exécution, mais une aventure parce qu'elle peut rater, et ça obsède Giacometti tout le temps, parce qu'elle peut ne pas, et que quelque chose intervient entre le modèle et son... voilà, quelque chose intervient entre le modèle et le peintre ou le dessinateur. Et nous avons donc, au moment où ils se rencontrent, deux peintres, un peintre et un artiste qui sont à un moment charnière de leur vie et qui sont en train de changer complètement d'axe. Et d'une certaine façon, le fait que Giacometti ait tout le temps annoncé son ratage par rapport à Genet, alors qu'il avait auparavant face à lui l'assurance royale de Sartre. L'une l'écrasait, l'autre lui permettait, comment dire, de retrouver une respiration artistique à partir d'elle. Voilà. Donc, je voudrais dire un mot puisque je parle de la réalité, c'est-à-dire du moment présent. Il y a chez Giacometti, et là aussi on retrouve Genet, l'idée, une notion de mémoire, qui est un autre des termes que j'avance, c'est-à-dire que dans le tout dernier livre de Genet, Un captif amoureux, donc on est bien longtemps après la mort de Giacometti, Genet parle très rarement d'autres artistes, et Genet dit, il y a quelques lignes, et il y a celle-ci: c'est vers minuit que Giacometti peignait le mieux. Or, c'est une phrase intéressante parce que, après avoir beaucoup prôné cette présence, la notion de présence du modèle, Genet dit que malgré tout, c'est vers minuit que Giacometti peint le mieux, ce qui signifie une chose, ce qui signifie que le modèle est parti. Et donc que l'œuvre, que le vrai tableau, il se fait sur un frottement entre la présence et la mémoire. Que Giacometti a besoin de la présence, mais il faut qu'ensuite il y ait un écart pour que le tableau se fasse. Et cet écart, c'est la mémoire. C'est après que le modèle est parti, avec l'image qui est imprimée dans sa tête, Giacometti peint le mieux. D'une certaine façon, nous avons la même chose avec Genet, c'est-à-dire que Genet est quelqu'un qui a pensé à un moment donné qu'il pouvait se passer de la réalité. C'est-à-dire que lorsque Genet rencontre Giacometti, il a un immense projet malarméen. C'est réaliser quelque chose à partir du rien, faire une œuvre qui s'éloigne de l'anecdote, de la présence, du réel, comme un ciel d'étoiles, prendre des éléments de sa vie mais les rendre totalement abstraits
Et c'est le moment, au fond, où Genet sort de prison, qui lui assurait lorsqu'il écrivait en prison, il avait d'une certaine façon la caution du réel. Il affrontait le mur de la prison et donc il était d'une certaine façon contraint au réel, contraint. Lorsqu'il perd cette contrainte, il perd quelque chose. Et ce rêve d'écrire sans contrainte, qui l'obsède beaucoup, c'est peu de temps après la rencontre avec Giacometti qu'il perd l'idée qu'on peut écrire sur rien. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs, justement, qu'il écrit à ce moment-là ces grandes pièces, Le Balcon, dont Giacometti réalise la couverture. Donc là, il y a aussi un autre petit travail, un peu accessoire, mais quand même, la couverture d'édition originale de Genet faite par Giacometti. Et Les Nègres, qui est une confrontation aussi avec une réalité raciale, avec les Noirs. Qu'est-ce que c'est être noir? Même si je n'ai dit que le noir n'est pas une couleur, malgré tout, il y a la réalité des Noirs, à tel point que Genet exige que la pièce soit jouée par des comédiens noirs. C'est-à-dire que là, il y a un fond de réalité auquel il ne veut pas se soustraire. Puis Les Paravents, qui est sa grande pièce sur la guerre d'Algérie. Et ensuite, on a toute l'aventure littéraire de Genet qui va vers Un captif amoureux, son dernier livre, où Genet accompagne les quelques mouvements politiques, les Panthères noires aux États-Unis et les Palestiniens. Et sa façon de les accompagner n'est pas du tout comme celle de l'écrivain engagé sartrien. Genet ne signe pas de pétition, Genet va avec eux. Il part, il accompagne les Black Panthers, il vit avec eux dans les ghettos noirs d'Amérique pendant plusieurs mois, et puis ensuite il rejoint les Palestiniens dans les camps et sur les bases, et cela dure à peu près 4 ans. Donc il y a des séjours de plus de 6 mois dans les camps palestiniens, et Genet dira plus tard qu'au fond, il avait besoin pour écrire de se soumettre au réel. Et se soumettre au réel, peut-être que c'est quelque chose qui répond à ce que Giacometti avait fait en revenant à la réalité du modèle, plutôt que de partir de l'œuvre pensée et conçue préalablement. On est devant un modèle, on est confronté à lui. Et au fond, cette contrainte, Genet, quelqu'un qui n'écrit son grand livre sur les Palestiniens et sur les Black Panthers que lorsque le livre démarre vraiment, lorsqu'il sait qu'il est condamné il a un cancer et il sait qu'il lui reste peu de temps à vivre. Donc, d'une certaine façon, on peut penser que c'est curieusement chez lui la première partie de son œuvre a été écrite sous une condamnation juridique. Il était en prison, 13 condamnations. Et la dernière partie de sa vie qui lui répond est écrite au moment où il est condamné médicalement, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va mourir. Et voilà, la contrainte, la condamnation, écrire dans une confrontation, on a quelque chose ici qui fait que le lien entre les deux hommes est profond et entre les deux œuvres. Je voudrais dire juste un mot de la mère, parce qu'elle joue un rôle évidemment important. Alors on pourrait dire, au fond, Giacometti est l'homme qui aura aimé sa mère tout au long de sa vie. On sait à quel point elle a joué biographiquement dans sa vie un rôle important. Chez Genet, on a presque le contraire, c'est-à-dire sa mère, il est abandonné à la naissance, donc
Il dira que sa mère aura été la plus aimée et la plus haïe de toutes les mères, parce qu'il a à la fois aimé et haï. Mais je dirais c'est plutôt en termes de présence qu'il faut penser les choses. D'une certaine façon, l'omniprésence de la mère de Giacometti répond à l'omni-absence de celle de Genet. Dans les deux cas, leur vie et leur œuvre ont été dominés, l'un par une présence et l'autre par une absence. Lorsque Genet rejoint les Palestiniens, la figure la plus forte qu'il en rapporte, c'est l'idée d'une nuit qu'il passe dans la chambre que lui cède un jeune Palestinien, et il y a des combats. Genet, dans le lit, pense à un moment donné, lorsque sa mère vient à l'aube lui apporter une tasse de café, il pense qu'il occupe la place du fils. Et on comprend aussi qu'au fond, y compris dans le combat révolutionnaire, dans l'engagement politique, l'image de la mère n'est pas absente, et que le fond, au fond de sa recherche, était peut-être de retrouver une mère de substitution, probablement de préférence à la vraie. Je vois que le temps passe et que je suis assez bavard. Je voudrais juste dire, on a un peu évoqué la couleur grise. J'en ai beaucoup parlé dans le texte que j'ai écrit pour le catalogue sur l'exposition Genet Giacometti. Je voudrais dire un mot peut-être sur une chose un peu particulière. Voilà, la canne de Giacometti. Alors voilà, je suis parti d'une chose, c'est que en lisant le petit livre de Genet note une chose, une phrase qui est... Il dit que Giacometti lui dit un jour qu'il a été très heureux en apprenant qu'il allait rester boiteux, puisqu'on sait que Giacometti, en 1938, il y a un accident de voiture qui se passe place Vendôme, je crois, et il est blessé au pied et il sait qu'il va boiter toute sa vie. Et effectivement, Giacometti boite, il marche parfois avec une canne, il a une claudication. C'est une chose assez troublante quand on pense que, par exemple, il a fait quelques années plus tôt une sculpture qui s'appelle la femme, figure boiteuse qui marche. On est en 1931, donc on voit que l'idée de boitement est présente très tôt chez Giacometti. C'est une drôle de chose de dire que Giacometti a été heureux de savoir qu'il boiterait. Il se trouve que plusieurs années après leur rencontre, Genet se brûle le talon en dormant trop près d'un radiateur et qu'il se déplace par la suite à l'aide d'une canne. Ça dure plusieurs années parce que l'une de ses proches, Paul Thévenin, dit que c'est curieux parce que Genet finalement n'avait plus besoin de cette canne, mais qu'il continuait à l'utiliser. Cette canne, on la voit par exemple qu'il porte pour la première fois, on la voit sur les photographies de la création des paravents à l'Odéon. Genet a une canne avec lui. On est en 1966. On est en avril 66. Donc, Genet porte une canne en avril 66, c'est-à-dire 3 mois exactement après la mort d'Alberto Giacometti. Giacometti n'a pas été aux obsèques de Giacometti. Il fallait aller en Italie, mais il n'a pas non plus été aux hommages qui lui ont été rendus. Il n'a fait aucune déclaration. On
pouvez penser que depuis qu'il ne se voyait plus, les choses s'étaient dissipées. Et puis, brusquement, voilà. Comment penser et que penser de cette canne qui, à la mort de Giacometti, va dans les mains de Jean Genet? Est-ce que c'est une façon d'arborer un deuil, sa façon à lui? Est-ce que c'est indiquer aussi une chose, c'est qu'on se déplace sur un terrain qui est clivé. On marche sur deux espaces en même temps. D'une certaine façon, la canne est un signe double parce qu'il est à la fois, elle est le signe d'une infirmité et en même temps, c'est un sceptre quasi royal. Les gens s'écartent auprès de quelqu'un qui marche avec une canne. Peut-être qu'elle est le signe de cette blessure, au fond, que cette blessure intime que Genet voit dans l'œuvre de Giacometti, dans toutes les œuvres de Giacometti. C'est une chose dont il parle sans arrêt dans son livre. C'est parmi les choses les plus profondes qu'il ait dites sur l'œuvre de Giacometti. C'est l'idée que, au fond, voilà, l'art de Giacometti me semble vouloir découvrir cette blessure secrète de tout être et même de toute chose, afin qu'elle les illumine. Donc, cette blessure secrète est en même temps ce qui permet aux êtres de rayonner ou à une œuvre de se développer. Et donc, voilà, on est dans cette chose qui reste mystérieuse, qui est une chose assez étonnante. Il y a aussi chez Genet cette idée de, même dans le miracle de la rose, il avait écrit « Je monte en boitant et souvent en dégringolant sur mon roc de solitude ». Donc le boitement peut-être est peut-être une des choses qui rapproche le plus profondément ces deux figures d'artiste et d'écrivain. Quelque chose de secret, quelque chose de... c'est ce qui... Voilà, l'infirmité qui permet de rayonner. Et quand on sait que Giacometti est aussi que l'une de ses sculptures les plus célèbres est l'homme qui marche, on se dit que le secret de l'homme qui marche, c'est aussi que, au fond, boiter est une façon de garder l'équilibre dans on ne marche que lorsqu'on sait boiter. On le voit très bien lorsque les enfants apprennent à marcher. Il faut savoir boiter et que c'est ce savoir-là qui fait peut-être la connexion la plus profonde de l'œuvre de Genet et de Giacometti.